Nous sommes le 17 mai 1944 et le lieutenant Phil Adair est à la tête d'une escadrille des Burma Banshees, 4 avions peints avec des crabes hurlants aux dents acérées. Aujourd'hui, leur mission est de bombarder des cibles japonaises au sol. Adair serre le manche de commande et oriente le nez de son avion vers la vaste canopée dense de la jungle birmane. À travers la brume, il aperçoit des éclairs de tir et des explosions qui ponctuent l'étendue verdoyante. Des forces chinoises formées par les Américains livrent une bataille désespérée contre l'armée japonaise. La sueur coule dans le dos d'Adair alors que les Banshees se mettent en ligne pour l'attaque. Les pilotes les moins expérimentés restent à l'arrière, avec Adair en tête du raid. Les soldats japonais au sol plissent les yeux vers le ciel, éblouis par le soleil éclatant. Mais comment ils comptent? Au-dessus d'eux, les crabes menaçant plomb. Il largue sa cargaison mortelle. Et les bombes atteignent leurs cibles. Le sol tremble violemment sous les pieds des soldats japonais, alors que les explosions se succèdent en cascade de feu. Alors qu'Adair redresse son avion à environ 45 degrés, il aperçoit des avions japonais. À sa droite, son ailier s'apprête à entamer un bombardement. Adair raconte avec ses propres mots ce qui s'est passé ensuite. 3 escadrilles de 0, plus de 15. Nous avaient encerclé et avaient déjà commencé à prendre le feu. Ils ne venaient bien pas pour moi. Ils disaient mon ailier et les 2 autres gars. Alors je leur ai crié. Adair est un pilote expérimenté, mais son ailier, O'Connor, qu'il appelait affectueusement Petit Oki, n'a pas l'expérience d'Adair. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Petit Oki, tu vas te faire toucher, alors assure-toi d'avoir largué tes réservoirs et tes bombes, puis vire à droite dans les nuages pour échapper au zéro. » O'Connor largue immédiatement ses bombes, et son réservoir reste coincé. 4 avions ennemis foncent déjà sur lui. Il effectue un virage serré pour échapper aux chasseurs japonais. Adair voit les 5 avions disparaître dans une nappe de nuages. Les chasseurs japonais restants s'éparpillent et verrouillent leur viseur sur les Américains restants. Mais Adair est déjà en train de voler au secours de son ailier. Il accélère et entre dans la nappe de nuages pour suivre O'Connor. Mais lorsqu'il en ressort de l'autre côté, aucune trace de Petit Oki. Adair décrit la scène. Quand je suis ressorti à découvert, je cherchais à voir s'il y avait des P-40, mais je n'en ai vu aucun. Mais j'ai repéré une formation de 4-0 de l'autre côté d'une clairière, et ils venaient droit sur moi. Alors je me suis dirigé vers eux. Adair met le leader dans sa ligne de mire, attend et tire. Des balles traçantes filent vers les Japonais, mais avant d'être apportées, les chasseurs ennemis décrochent. Adair replonge dans les nuages pour échapper à la poursuite, mais en ressortant à nouveau dans un ciel dégagé, les chasseurs japonais sont toujours là. Une autre formation de 4 avions apparaît. J'ai fait la même chose avec eux. Je me suis dirigé vers eux, et les 3 premiers ont tous viré à gauche avant d'être apportés. Mais le 4e ne l'a pas fait. Il continuait d'approcher, alors j'ai attendu d'être sûr qu'il soit bien apporté. Et dès que j'ai appuyé sur la gâchette, son avion s'est littéralement désintégré. J'ai dû le toucher en plein centre, car l'avion s'est totalement disloqué. Après avoir abattu un avion, Adair replonge rapidement dans les nuages. J'ai vu un avion qui m'avait repéré et se dirigeait droit sur moi. Alors j'ai fait de même. Et il continuait encore et encore. Quand il est devenu bien grand dans ma ligne de mire, je me suis dit qu'il était largement à portée. Alors j'ai appuyé sur la gâchette, je tirais sur lui et lui sur moi. Je ne voyais pas les balles, mais je savais ce qu'il faisait. Je voyais les traçantes. Et tout à coup, la verrière a tellement grossi dans ma ligne de visée que j'ai su qu'il était tout proche. Il est passé juste au-dessus de mon avion. Et quand il l'a fait, il était si près que j'ai pu entendre et sentir un énorme boom la dépasser. Alors pendant qu'il passait, j'ai fait un tonneau et commencé à plonger pour descendre à un niveau plus bas. Et en le faisant, quand j'étais à l'envers, j'ai vu un 0 peint en vert vif sur le dessus, brillant de tout son éclat. Alors après son passage, j'ai regardé et un 0 arrivait en sens inverse, plus bas que moi. Profitant de l'avantage de l'altitude, Adair vire et fond avec précision sur l'arrière du chasseur japonais.
Le Hayabusa japonais, ou faucon pèlerin, dérive dans la ligne de mire d'Adair. Et Adair le provoque avec des tirs en déflexion. L'aine se désintègre et le fuselage bascule, s'écrasant sur les rochers en contrebas. Je savais que ça faisait 2 que j'avais abattus là, et j'avais tiré sur plusieurs autres, sans savoir si je les avais touchés ou non. Adair est maintenant seul et à découvert. À ce stade, son avion est sérieusement endommagé et le carburant commence à manquer. Il doit rentrer à la base. En tournant vers le nord et vers la maison, il est horrifié de voir 5 avions japonais de plus. En infériorité numérique et sans avantage d'altitude, tout ce qu'Adair peut faire, c'est tourner les talons et fuir. Le manche tremble dans la main d'Adair alors qu'il guide son P-40 endommagé vers le sud. Les avions japonais le rattrapent rapidement. Leurs balles traçantes passent devant le cockpit d'Adair en arc mortel. Il lance son P-40 dans une manœuvre défensive de dernier recours, tirant violemment sur les commandes jusqu'à ce que l'avion frémisse autour de lui. Le monde devient un flou de métal et de ciel alors qu'il vrille et grimpe en les airs, tentant désespérément de semer ses poursuivants. Les chasseurs japonais traversent son champ de vision encore et encore, leurs mitrailleuses crachant traçantes et plombs. Puis, au milieu du chaos, il aperçoit ce qui pourrait être le salut, bien que dangereux. C'est une épaisse couche de nuages en contrebas, traversée par un massif rocheux impressionnant. Malgré le danger extrait, Adair, en infériorité numérique et criblé d'impact, pèse ses options et plonge vers cet abri incertain. Il parvient tant bien que mal à entrer dans les nuages. Grâce à son habileté et un peu de chance, il évite le rocher, et en ressortant de l'autre côté, il repart vers le nord, dans un ciel dégagé. Hey there, I saw that you were interested. J'ai fait quelques cercles. J'ai appelé mon escadrille. Personne aux alentours. Alors j'ai pensé que, pour la première fois, j'avais perdu tout mon temps. Et que j'étais le seul survivant. Je ne me sentais pas très bien non plus. Un engourdissement glacé l'envahit alors qu'il tourne son chasseur endommagé vers Nagaguri. Il scrute l'horizon, cherchant un signe de ses amis disparus. À travers la brume, un P-40 au nez rouge familier apparaît. Adair est fou de joie en voyant que c'est O'Connor qui traverse le ciel en boitant. Adair s'approche pour examiner l'avion endommagé d'O'Connor. Le réservoir ventral est toujours accroché, mais le fuselage est criblé d'impact. Un trou béant marque l'endroit où un obus de 20 mm a transpercé la dernière, et O'Connor est affalé dans le cockpit, le sang imbibant sa combinaison de vol. À travers une brume rouge, O'Connor aperçoit l'avion d'Adair, se redresse et montre ses instruments hors service. Mais aucun panache de fumée ne sort du moteur, ni aucun liquide ne coule sur le fuselage métallique. Il vire vers le nord en direction de Nagaku, 2 survivants dans un ciel désormais vide. La radio grésille et une voix faible perce le statique. C'est Tom Rogers. Il dit à Adair qu'il tourne au-dessus de sa DA dans son P-40, trop incertain de l'état de son avion pour tenter un atterrissage seul. Adair regarde l'avion blessé d'O'Connor, sachant que ce détour va lui coûter du carburant précieux. Mais il ne peut pas laisser un ami en détresse, et les 2 Banshees mettent le cap sur Rogers. En s'approchant de Sadia, il repère le P-40 endommagé de Rogers, ses ailes et son fuselage criblé d'impact, comme les 3 avions. En se rapprochant, l'œil expert d'Adair remarque l'affaissement caractéristique du train d'atterrissage de Rogers. Ses 2 pneus sont complètement à plat. Adair fait signe qu'il va les guider pour l'atterrissage, avec Oki devant, puisque son indicateur de vitesse fonctionne encore, et Rogers derrière, ses pneus crevés, l'arrêtant rapidement. Guidant les 2 avions dans leur approche finale, Adair se redresse à la dernière seconde et entame un virage. Soulagé de voir ses 2 amis atterrir sains et saufs, il atterrit ensuite à son tour. Lorsque l'avion s'immobilise, Adair aperçoit que Martinez est déjà au sol, indemne. Rogers n'est pas blessé non plus, mais son avion a encaissé 123 impacts de balles. Adair saute de son avion et court vers le P-40 endommagé d'O'Connor pour le retrouver grièvement blessé.
O'Connor était vraiment très gravement touché. Il n'a plus jamais volé, à ma connaissance, probablement jamais. Il a survécu, mais il est mort plusieurs années plus tard des blessures sur son flanc gauche, là où l'obus a explosé et arraché la verrière. 4 hommes sont partis et 4 sont revenus pour raconter l'histoire. Better there, some pilot. You about the time you turned upside down to make it home? Watch this film and find out. Merci beaucoup de votre fidélité, Lula. Restez, abonnez-vous, likez, laissez votre avis, commentaire et restez scotchés pour la prochaine vidéo la semaine prochaine.